Alors, bonjour à toutes et à tous, bien retrouvés. Avant de commencer le cours d'aujourd'hui, je voulais vous demander si vous avez des questions à propos de ce qu'on a fait la dernière fois. J'espère que vous avez eu le temps de revoir, de familiariser un peu avec le contenu de ce cours. Vous voulez que je ferme la fenêtre ou non? Vous pouvez la laisser ouverte. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Aucune? Bien, tant mieux d'une certaine manière. En tout cas, n'hésitez pas, hein, si vous avez. Alors, la séance d'aujourd'hui sera, comme d'habitude, divisée en plusieurs parties. Je commencerai par la partie consacrée à l'histoire externe pour continuer le parcours qu'on avait commencé la semaine passée. On continuera aussi notre travail sur la phonétique. On essaiera d'entrer un peu plus directement dans le vif du sujet de la phonétique du français. Et on ouvrira aujourd'hui, si on a le temps, j'espère, un troisième volet, celui du lexique, qui est un autre élément important pour comprendre comment la langue française se forme et évolue. Mais la première partie sera encore une fois consacrée à l'histoire externe. Donc, on avait vu la dernière fois plutôt l'organisation générale des langues, leur distribution en Europe en particulier, à partir d'un modèle commun qui est le modèle de l'indo-européenne. On avait vu aussi l'existence de quelques langues qui ne font pas partie du groupe indo-européen. Aujourd'hui, on avait vu, je crois, aussi les éléments qui composent, qui créent une langue et qui la différencie par rapport aux autres langues plus ou moins proches. On avait parlé de substrat, de superstrat, etc. Aujourd'hui, on commencera à aborder la partie la plus fondamentale pour la constitution de la langue française, qui est sa base latine. Je crois que je vous avais déjà ici présenté le fait que la base latine qui constitue le point de départ pour l'évolution du français n'est pas la langue littéraire, n'est pas la langue de Cicéron, la langue des grands ouvrages littéraires, mais il s'agit plutôt de la variante parlée du latin. Plus difficile à saisir, il y a moins de documents écrits, bien entendu, mais il s'agit d'une langue qui évolue plus rapidement, et donc déjà à l'époque classique, à l'époque même de Cicéron, pour ainsi dire, on constate l'existence de quelques différences entre la langue écrite au niveau littéraire et la langue parlée, témoignée par quelques documents qu'on vous verra. Ces différences deviennent de plus en plus importantes avec la chute de l'Empire romain et avec les invasions barbares. Donc aujourd'hui, on se concentrera principalement sur le latin vulgaire, ses caractéristiques, les raisons de son développement. En guise d'introduction, je vous donne quelques exemples de pourquoi et comment le latin vulgaire se différencie par rapport au latin littéraire, au latin écrit. Il y a plusieurs raisons historiques, linguistiques, etc. Je vous en donne quelques-unes sans trop approfondir, parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Il y a tout d'abord une raison, pour ainsi dire, politique. Avec l'énorme expansion de l'Empire romain, évidemment, la latinité, comment dire, occupe aussi des espaces où il y a des gens qui apprennent le latin, mais qui ne le parlent pas en tant que langue maternelle, pour ainsi dire. Cela, déjà, avec la grande expansion de l'Empire romain, crée une différenciation linguistique importante. C'est-à-dire que la langue latine devient de plus en plus hybride par rapport un lien avec l'expansion de l'Empire. D'autant plus qu'à partir d'un certain moment, à partir de Dioclétien notamment, on attribue la citoyenneté romaine à beaucoup de gens. Cette citoyenneté qui était d'abord réservée aux Italiens,
entre guillemets, est extendu aux autres populations. Il y a beaucoup plus de circulation des gens et des gens qui ne parlent pas le latin, un latin pur, très pur, hyper classique. Une autre raison est une raison culturelle, philosophique, pour ainsi dire, et c'est l'expansion du christianisme. On le verra tout à l'heure. Les chrétiens, pour ainsi dire, sont guidés aussi par un esprit d'apostolat. Ils veulent communiquer leur nouvelle religion et pour ce faire, ils se rendent compte qu'ils doivent parler la langue du peuple. Ils ne peuvent pas exclusivement adopter la langue hyper cultivée parce que ça résulterait difficilement compréhensible. Alors, avec la grande expansion du christianisme, évidemment, cette langue plus simple, simplifiée, devient aussi la base de la langue commune. Une troisième raison, comme je vous ai dit, c'est quelques éléments, je ne peux pas tout dire, c'est clair. Un troisième élément intervient un peu plus tard, justement avec la chute de l'Empire romain, et c'est la disparition des écoles. Les écoles publiques, qui étaient très importantes pour l'Empire romain, sont fermées à cause des difficultés administratives, justement. Elles sont remplacées par les écoles monastiques. Mais évidemment, les écoles monastiques ne peuvent pas s'adresser à toute la population comme c'était auparavant le cas pour toute la population. Même avant, ce n'était pas toute la population qui avait accès à l'instruction, évidemment. Mais il y avait en tout cas une structure publique plus diffusée. Les écoles monastiques sont très nombreuses, elles fonctionnent très bien, mais elles s'adressent en principe à un public des religieux ou des gens qui veulent entreprendre, disons, le chemin religieux. Donc ce n'est pas des écoles qui s'adressent à tout le monde. Voici la raison aussi pour laquelle, comment dire, la culture, l'accès à la culture, à partir de la chute de l'Empire romain, sera de plus en plus réservé au clergé. Et c'est seulement à travers le clergé qu'elle passera et sera diffusée au peuple, mais d'une manière différente, évidemment. L'autre question que je voulais vous poser avant de... je voulais aborder avec vous, avant d'entrer dans la discussion de la vulgaire, est le fait, la question qu'on s'est souvent posée, que les savants sont souvent posés. Quand a-t-on commencé à parler, quand on a arrêté de parler latin et on a commencé à parler une langue nouvelle, une langue vulgaire? Alors, vous imaginez très bien que cela, ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. Et c'est très difficile de saisir quel est le moment de passage, parce qu'il n'y a pas un moment de passage. Il y a une transition assez plus ou moins rapide. Il y a des phases dans lesquelles il y a une accélération, mais c'est difficile. Au point que, suivant le point de départ, disons, des savants, suivant la spécialisation des savants, on a donné des réponses très différentes. On est arrivé à poser des paradoxes même. Il y a certains savants qui disent, les latinistes surtout, qui disent, en fait, on n'a jamais arrêté de parler latin. Parce que la langue qui s'est transformée, qui est devenue le français, est en réalité une évolution naturelle du latin. Il n'y a pas eu une véritable rupture. Donc c'est un latin très modifié, et c'est toujours du latin. Si on part du point de vue, par contre, des linguistes qui s'occupent des langues modernes, il y a certaines positions qui peuvent dire, en fait, déjà au début de la latinité, on parlait une langue romane. Puisque, par exemple, dans les œuvres de certains auteurs très archaïques, tels que, par exemple, Plaute, qui écrivait des pièces de théâtre et donc qui mettaient en scène des gens qui venaient d'une souche sociale plus basse, donc on mettait en scène des personnages du peuple, on les faisait parler, on parlait des personnages du peuple. Donc on a des témoignages du latin vulgaire qui est le point de départ pour l'évolution des langues romanes, déjà dans les premières œuvres littéraires latines. Donc vous voyez, c'est deux points de vue qui peuvent être très différents. Alors,
la bonne question qu'il faut se poser pour ne pas rentrer dans ces paradoxes est la suivante. Quand est-ce que un locuteur a arrêté de comprendre un texte écrit en latin classique? C'est-à-dire, quand est-ce qu'une personne qui parlait latin ne parvenait plus à comprendre un texte littéraire latin, où il avait besoin d'outils pour le comprendre. Là aussi, évidemment, on ne peut pas fixer une année pour ce passage, mais on peut tout de même donner des réponses qui sont un peu plus précises. Pour la Gaule, par exemple, ce qui nous intéresse le plus, parce qu'évidemment c'est là le berceau du français, pour la Gaule, le moment de plus forte accélération de ce point de vue, de cette prise de distance linguistique, a eu lieu entre le milieu du 7e et le milieu du 8e siècle. On peut donc dire, si vous voulez, que aux alentours de 760-770, il devenait impossible pour quelqu'un qui parlait latin de comprendre un texte écrit sans un support. Cela ne veut pas dire qu'à partir de cette époque, on parlait déjà français. Mais ça veut dire que l'évolution de la langue avait été déjà tellement poussée qu'elle ne permettait pas une compréhension claire et immédiate d'un texte écrit en latin classique. À partir de ce moment, il y a sans doute eu une phase pré-écriture dans laquelle la langue romane a commencé à exercer une certaine pression sur le latin. On le voit dans certains textes écrits en latin, apparaissent de plus en plus de formes qui ne sont pas classiques, qui se rapprochent beaucoup plus du français et des langues romanes. Cette phase a duré, pour ainsi dire, jusqu'au IXe siècle. Et c'est à partir du IXe siècle qu'on franchit le seuil, disons, du français, en tout cas du point de vue de témoignages écrits. C'est au IXe siècle qu'apparaissent les premières attestations écrites de la langue française. Mais vous verrez, c'est un français qui n'est pas vraiment, c'est-à-dire compréhensible pour nous. Oui. Le moment d'accélération pour la lutte de la langue, oui. Essentiellement le latin qui continue vulgaire, tout à fait, exactement. C'est une accélération de l'évolution du latin vulgaire qui a empêché à un moment donné les gens qui parlaient de comprendre un texte écrit dans un latin plus archaïque. C'est bien. Alors, cela dit, donc, après cette plus ou moins longue introduction, on peut se poser une autre question, la question des sources du latin vulgaire. Comment pouvons-nous saisir les particularités du latin vulgaire, puisque, en principe, comme je vous ai dit, ça coïncide avec le latin parlé, donc il n'y a pas beaucoup d'attestations écrites. Mais tout de même, il y a quelques témoignages. Il y a une certaine série de textes qui peuvent nous aider à connaître un peu mieux la consistance de ce latin vulgaire. Notamment les auteurs latins qu'on appelle populaires. Ça ne veut pas dire qu'ils viennent du peuple, qu'ils écrivent dans un latin très mauvais. C'est tout simplement, comme je vous ai anticipé tout à l'heure, des écrivains qui, d'une certaine manière, adoptent une écriture mimétique, c'est-à-dire qu'essayent de mettre dans la bouche de leurs personnages la langue que ces personnages devaient parler dans la vie de tous les jours. Donc, s'il y a des personnages qui font partie du peuple qui ne sont pas extrêmement cultivés, on essaie de les faire parler comme ils parlaient. Alors, des auteurs tels que Plaute, Pétron, Caton sont des auteurs qui nous permettent de retrouver quelques éléments du latin vulgaire. C'est un exemple. Après, il y a un autre témoignage, peut-être le plus important d'une certaine manière, ce sont les inscriptions et les graffitis. Alors, notamment, cela concerne la région de Pompéi. Pourquoi Pompéi? Vous connaissez tous l'histoire de Pompéi, ville romaine détruite à cause de l'éruption du Vésuve. Alors, c'est très important. Il y a deux faits qui sont très importants. Évidemment, c'était une tragédie.
Mais pour nous, il y a ces deux éléments qui sont très importants. Le premier fait, c'est que avec l'éruption du Vésuve, la ville de Pompéi a été pratiquement scellée pendant des siècles. Donc ça veut dire que ce qu'on retrouve, ce qu'on a commencé à retrouver avec les fouilles, est parfaitement datable. On peut le dater au moment de la destruction de la ville. Donc on connaît la date des inscriptions et des graffitis, plus ou moins. La deuxième chose, c'est que la particularité de cet élément géologique, pour ainsi dire, a permis une conservation parfaite des documents. Ils ont été protégés. Et donc, avec les fouilles, encore une fois, on a retrouvé beaucoup de traces, beaucoup d'inscriptions qu'on ne peut pas trouver ailleurs, même à Rome même, parce que Rome a évolué, s'est transformé, etc. On a rajouté des choses. Par contre, la ville de Pompéi, c'est exactement, on l'a retrouvée telle qu'elle était en 79 après Jésus-Christ. Troisième élément, je vous ai parlé de la diffusion du christianisme, je vous ai parlé du fait que les auteurs chrétiens en premier désirent adopter une langue qui soit compréhensible à tout le monde. Et faites attention, les auteurs chrétiens ne sont pas forcément des auteurs qui ne parlent pas un bon latin ou qui ne sont pas cultivés. Il y a des auteurs qui sont extrêmement cultivés. L'exemple que je vous fais de Saint Augustin, c'est un exemple certainement qui va dans cette direction. Saint Augustin pouvait écrire un excellent latin et il adopte cette langue très bien cultivée, très bien formée dans ses ouvrages apologétiques, dont il doit contraster, disons, certaines hérésies. Il entre dans une polémique écrite dans un latin parfait. Mais lorsqu'il peut écrire des textes qui s'adressent à un public plus large, il utilise un latin plus simple et il théorise même cet abandon, pour ainsi dire, d'un latin très élevé. Il dit, par exemple, dans son commentaire au psaume, Melius est reprehendant nos grammatici, quam non intelligent populi. C'est mieux de se faire des reproches par les grammariens plutôt que de ne pas se faire comprendre par le peuple. Donc, on choisit d'adopter un latin plus bas, moins correct, pour ainsi dire, pour favoriser la compréhension. Un autre élément qui nous est très utile, ce sont les œuvres des grammariens et des lexicographes. L'exemple le plus important pour nous est celui de l'Appendix Probi dont on parlera tout à l'heure. Vous avez déjà vu d'ailleurs dans la première fiche que je vous ai montré l'image du manuscrit de l'Appendix Probi. Je vous en parlerai plus dans les détails tout à l'heure. Autre élément, ce sont les traités scientifiques. Pourquoi les traités scientifiques? Parce que les traités scientifiques doivent s'occuper de réalités qui évoluent assez rapidement, pour lesquelles il faut trouver un nouveau lexique. Donc, c'est là où on assiste à l'insertion d'un grand nombre de néologismes, de formes nouvelles, qui nous témoignent de l'évolution de la langue. Un exemple de cette attitude est un manuel d'art vétérinaire qu'on date au IVe siècle, qu'on a retrouvé, qui s'appelle Mulo Medicina Chironis. C'est un traité de médecine vétérinaire qui, justement, nous montre l'existence de toute une série de mots qu'on ne retrouve pas dans les ouvrages littéraires, bien entendu. Finalement, on peut s'adresser aussi aux auteurs qui ne disposent pas d'une énorme culture linguistique. C'est le cas, par exemple, de cet ouvrage écrit par une dame, ou dicté par une dame, on ne sait pas exactement qui l'a écrit, qui a accompli un pèlerinage en Terre Sainte au IVe siècle et a écrit un journal de son pèlerinage. Ce n'était pas une personne avec une énorme culture linguistique, et donc elle a adopté la langue qu'elle utilisait probablement dans la communication quotidienne. Et donc, cette Peregrinatio Aeterii ad loca sancta est un texte très important pour apprendre l'évolution du latin. C'est un texte très important pour autre chose. Une parenthèse de vous,
ce n'est pas directement lié à nos intérêts linguistiques, mais ce traité s'est révélé d'une extrême importance aussi pour les archéologues. Parce qu'il y a une description tellement soignée et tellement, comment dire, détaillée de ces pèlerinages que les archéologues qui ont fait les fouilles pour récupérer comment dire, la Terre Sainte telle qu'elle était au moment de la vie de Jésus, sont partis des indications fournies par ce texte qui se sont révélées dans la plupart des cas très correctes. C'est-à-dire qu'en fouillant où ce journal indiquait l'existence de certains bâtiments, de certains lieux, ils ont précisément retrouvé ce type de bâtiment, ce type de lieu. Dernier point, mais là, comme vous voyez, à partir des dates, on se déplace déjà à un moment plus tardif, donc un moment vraiment de passage entre la langue latine et la langue vulgaire. Ce sont les gloses. Qu'est-ce que c'est que des gloses? Est-ce que vous savez, vous connaissez ce mot, vous savez de quoi il s'agit? Non? Alors, une glose est un petit commentaire qu'on écrit dans les manuscrits pour commenter ou expliquer une phrase, des mots. Au Moyen-Âge, cette lecture glosée était très répandue. On voit beaucoup de manuscrits dans lesquels les lecteurs écrivaient ces propres commentaires. Donc, je le dis encore. Ces commentaires sont des textes de compréhension, mais aussi des commentaires linguistiques. Si l'auteur pouvait en mettre une propre lecture, il écrivait, il a laissé noter évidemment la signification, et il écrivait sa signification à côté dans le même manuscrit. Donc l'existence de ces gloses se révèle d'une grande importance pour nous, pour comprendre quels sont les mots qui ne sont plus compris à une certaine date et quels sont les mots qui les ont remplacés. Alors, à partir de tout ce panorama, je vous fais deux exemples principalement. Je prends l'appendice probi dont je vous ai parlé et puis un exemple de glose. Donc, on passe maintenant à l'appendice probi. Vous voyez là le manuscrit est ancien, donc il n'est pas parfaitement lisible. Il s'agit d'un manuscrit qui comment dire, a été réalisé probablement dans un monastère bénédictin, le monastère de Bobbio, en Italie centrale, vers 700. Mais ce qu'il contient, les textes qu'il contient sont beaucoup plus anciens, en principe. Donc, on a rassemblé des textes qui étaient déjà existants et on a créé ce nouveau manuscrit qui est conservé aujourd'hui à Naples. Oui? Non, alors ce sont deux. D'abord, l'appendice probi, c'est un exemple de texte grammatical, et après, je vous ferai l'exemple de la glose. Donc là, en réalité, c'est un texte d'un grammairien latin bien connu qui s'appelle Probe, justement, Probus, mais à la fin de ce traité de grammaire, un maître d'école, qui ne connaît pas évidemment son identité, a ajouté un document qu'il utilisait probablement pour ses cours, dans lequel il corrige les erreurs, les fautes de ses élèves. Donc, il prend des exemples concrets et il dit, il faut dire comme ça et pas comme ça. Donc, il nous donne des informations qui sont très précieuses parce qu'il nous montre quelles sont les fautes les plus communes de ses élèves, les fautes plus communes de ses élèves, et les corrections. Donc, avec ces corrections, on comprend quelle était la forme classique et quelle était la forme qu'il avait remplacée. L'autre élément d'importance de ce texte est le fait que sa datation pourrait être très précoce. Il y a deux dates qui sont soutenues par les savants. Il y a une date vraiment très ancienne, entre 3e et 4e siècle après Jésus-Christ, ou une date un peu plus tardive, entre 5e et 6e siècle après Jésus-Christ. Mais en tout cas, c'est pour nous un document extraordinaire et nous allons voir des exemples qui nous permettent de voir comment la langue était déjà en train d'évoluer vers le latin vulgaire et donc vers le français.
Alors, vous voyez, articulus non articulus. Vous pouvez gloser, justement, en disant il faut dire articulus et non pas articlus. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'à cette époque, la tendance dans la langue parlée était déjà une tendance à faire une syncope des mots, c'est-à-dire à éliminer quelques syllabes, des syllabes qui étaient moins importantes, moins accentuées. Si vous pensez à la forme française, article, vous voyez très bien qu'elle est beaucoup plus proche de la forme du latin vulgaire par rapport à la forme du latin classique. Et ce phénomène de syncope, d'élimination d'une voyelle, se retrouve régulièrement dans... Là, c'est évidemment... Vetulus non veclus. C'est la racine de vieux. Là, on voit non seulement la syncope, mais on voit aussi la modification de la consonne. En français, on ne se rend pas compte de la proximité du mot français par rapport au latin vulgaire, mais si vous prenez l'italien, par exemple, on dit vecchio, donc avec un C, et avec la syncope. Donc, encore une fois, la langue moderne est beaucoup plus proche à la forme du latin vulgaire par rapport à la forme du latin classique. Calida non calda, même phénomène. Calatus non galatus, cela nous montre un autre type de phénomène, le phénomène de la lénition, de la modification des consonnes qui s'affaiblissent. On reviendra sur ça dans la partie phonétique. Mais il y a une tendance générale à l'affaiblissement des consonnes. Et ce texte nous le témoigne. Exemple, oui. En pense, c'est juste une forme de comment on sait comment ça se prononçait en fait. Du moment qu'on voit Calapus et Calapus, qu'on dit bah, c'est le phénomène d'évolution. Comment on sait par exemple le C latin, se prononcer comme le C actuel. Alors il y a des informations, c'est difficile de déterminer la réelle prononciation du latin pour certaines choses, mais dans d'autres cas, tous les témoignages que nous avons, les rares témoignages que nous avons de la manière de prononcer, de la manière d'insister sur les sons, nous font comprendre quelle était la prononciation. C'est-à-dire sur le C et le G dur, il n'y a pas de confusion possible. Donc on sait parfaitement, à travers quelques témoignages, que la différence était que et que. Ce qui est plus compliqué, c'est par exemple l'évolution du C et du G devant voyelle palatale. Alors là, vous savez, il y a plusieurs tendances pour prononcer le latin classique et on ne sait pas exactement quelle était la version correcte, surtout quelques mots de passage. Par exemple, les francophones ainsi que les germanophones ont tendance à adopter une prononciation beaucoup plus conservative. Donc, vous dites, par exemple, Kaiser. D'accord. Les italophones ont tendance à adopter une prononciation plus proche du latin vulgaire, ou en tout cas de l'évolution qui est que le latin a eu. Et donc, la forme Kaiser, en italien, en latin, la prononce déjà Kaiser. Donc, avec une palatalisation. Mais alors, on sait que la prononciation devait être dure, parce que cette prononciation dure R et C, donc on va coller encore, mais on sait que l'évolution vers la forme palatale a existé, parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des cas, on prononce en français de César. Donc il y a eu une évolution beaucoup, une palatalisation très poussée. Sur la palatalisation, on reviendra, je ne vais pas anticiper trop d'informations techniques, parce qu'il faut que je vous donne les informations au fur et à mesure. En tout cas, sur le C et le G, on est sûr. C'est ce que je veux dire. Je disais que l'exemple de auris et auricla est très important. Très important parce qu'il nous montre plusieurs choses. Il nous montre la simplification de la diphtongue AU. AU devient O. Et ça, à une époque très précoce. Il nous donne une autre information, c'est-à-dire que pour indiquer l'oreille, on utilisait un diminutif, auricula. Donc aujourd'hui, on dit auriculaire. Auricula,
est un diminutif de ori, de auris. Et c'est cette forme du diminutif qui a été la base pour l'évolution de la langue moderne. Il y a une raison pour ça. Je reviendrai. Je peux vous anticiper qu'il s'agit, donc ces diminutifs, ces formes de diminutifs qui s'imposent dans la langue courante, de la langue parlée, sont dues actuellement au langage de la famille, au langage quotidien entre les parents et les enfants. Encore aujourd'hui, si on parle avec les enfants, on a tendance à utiliser beaucoup plus de diminutifs. Et c'est cette tendance qui a porté à l'imposition de la forme du diminutif. Et finalement, il y a aussi, encore une fois, la forme de la syncope. Donc, le latin, le diminutif était auricula, mais vous voyez que le U, finalement, le deuxième U, est tombé à cause de la syncope. Voilà, alors je ne fais pas le commentaire de tous les phénomènes, ce sont plus ou moins les mêmes. Je voulais juste vous donner quelques exemples. Cela dit, on peut passer aux gloses, justement. Alors maintenant, c'est un exemple de glose. Qu'est-ce que c'est que ce texte, les gloses de Reichenau? C'est un texte biblique, donc c'est un commentaire à la Bible, si vous voulez, qui se trouve dans un manuscrit du Xe siècle, retrouvé écrit dans le monastère bénédictin de Reichenau. Donc vous voyez quelle est l'importance des monastères. Ce sont les lieux de production culturelle qui restent au moment ce sont les lieux qui ont permis la conservation de la culture et de la langue latine au moment plus difficile des invasions barbares, évidemment. Aujourd'hui, actuellement, ce texte est conservé à Karlsruhe, mais son origine à Reichenau est assurée, pour ainsi dire. Quel est l'intérêt de ce texte? Tout d'abord, le fait que c'est un texte qui est une copie d'un modèle français d'époque carolingienne. Donc, ce texte reflète l'état de la langue à l'époque carolingienne en France. Et à la fin du texte biblique, il y a un glossaire, justement. C'est-à-dire que les auteurs de ce manuscrit ont fait une liste des formes du latin biblique qu'ils ne comprenaient pas et ils ont donné une glose, c'est-à-dire une traduction. Et là, vous avez quelques exemples. Encore une fois, vous voyez que les formes du latin populaire qui remplacent les formes classiques, ce sont les formes qui sont à la base des mots français. Par exemple, onustus, chargé avec un poids lourd, est remplacé par carcatus, qui est justement à la base de l'évolution de chargé. Iecore, qui est le foie dans la langue latine classique, a été remplacé par ficatum ou ficatum, parce qu'après il y a un déplacement d'accent, ce qui donne la forme moderne française foie. Alors, cette évolution, je dois peut-être l'expliquer pour vous donner une information supplémentaire. Quelle est la raison de ce remplacement? C'est un phénomène qui intervient souvent, c'est-à-dire qu'une forme cultivée, correcte, est souvent remplacée par une forme utilisée de la langue quotidienne. Ficatum ou ficatum est en effet un plat. C'est un mot qu'on utilise dans la cuisine. C'est le foie, mais farci avec des figues. Mais c'est ce mot, donc quelque chose à manger, qui a été utilisé à travers pour indiquer le foie en tant que tel. Ou alors vous avez l'autre exemple typique, caseum, le fromage en latin classique, remplacé par formaticum, qui évidemment est à la base du français fromage. Autre exemple qui est intéressant à commenter, c'est lamento remplacé par la plombe. C'est une autre tendance. On a tendance à remplacer des mots qui ont une signification neutre avec des mots qui ont une signification plus spécifique et plus forte. Ploro existe déjà en latin classique, mais a une signification plus spécifique par rapport au latin lamento. Ploro, c'est la manière de faire des lamentations funèbres, par exemple. Donc, de crier sa douleur
en se frappant la poitrine, par exemple. C'était le rôle de par exemple, qui faisait ça pendant les enterrements. D'accord? Donc, ce plan qui avait une signification plus précise remplace à un moment donné le mot classique pour indiquer la signification de pleurer. Et là aussi, je ne vais pas commenter toutes les formes. Je crois que vous avez compris à peu près quel est le système, comment ça fonctionne, et pourquoi ce glossaire est pour nous très important. Je vous ai dit, on est dans une époque tardive, donc c'est la raison pour laquelle les formes que j'ai choisies, ce sont des formes qui ne témoignent pas seulement le latin vulgaire, mais désormais un latin qui est très proche de la langue romaine. En fait, ce glossaire est constitué, dans la plupart des cas, par des formes latines, c'est un dictionnaire latin-latin, c'est-à-dire deux phases du latin, et un 10% de ces gloses nous proposent des formes qui ne sont même pas du latin populaire, sont désormais des formes proches du français. Après ces exemples, on peut revenir à la question historique. Comme je vous ai dit, c'est une introduction d'histoire externe. Donc, on revient à la question historique pour montrer la raison de certaines évolutions et de certaines transformations. Je vous avais déjà parlé de l'importance des francs pour la Gaule et pour la France actuelle. C'était une occupation très importante. Les Francs qui avaient une langue germanique, le francique, ont progressivement abandonné cette langue pour adopter le latin, mais en influençant de manière importante. Cette expansion des Francs fait en sorte que la langue latine parlée par les Francs devient en quelque sorte la langue commune de toute la France. En fait, pendant le règne de Clovis, on voit que les Francs occupent une bonne partie de la France actuelle. Là, vous avez l'image de cette expansion à partir du 481, le début du règne de Clovis, jusqu'à sa mort en 511. L'autre élément important, évidemment, je vous ai déjà anticipé, est la conversion au christianisme de Clovis, qui fait en sorte que non seulement la langue est une langue commune désormais dans toute la France, mais il y a aussi une seule religion, une religion qui est fondée sur des textes latins en principe et qui favorise l'apprentissage du latin. Après l'époque capétienne, disons, après l'époque de Clovis, oui, peut-être alors une chose intéressante sur la question de Clovis pour vous donner l'importance de quelle est l'importance de Clovis et des Francs pour l'héritage français aussi d'un point de vue politique. La forme Clovis est une sorte d'évolution phonétique d'un mot typiquement francique, typiquement germanique, Claude Vic, qui signifie quelqu'un, une personne qui est, comment dire, fière en bataille. Donc ce mot Claude Vic donne lieu, dans la prononciation latinisante, à la forme Clovis. Mais non seulement à la forme Clovis, mais aussi à d'autres noms français. Vous imaginez lesquels? Il y en a deux. Louis. Alors ce n'est pas un hasard, c'est le nom le plus répandu. Mais le roi de France est Louis, parce que Louis est l'évolution de Clovis. Donc il y a un héritage. Et puis il y a une forme latinisée, qui est le même mot de Louis, et actuellement c'est un autre nom.
Donc il y a Louis, bien entendu. Oui, exact. C'est la forme allemand, mais Ludovic, et ça, c'est seulement la forme la plus complète, plus externe. Alors, je disais que il y a eu un moment de crise, ce qu'on appelle la crise mérovingienne. Maintenant, les historiens sont en train de récupérer un peu, de revaloriser les pauvres mérovingiens qui pendant des décennies ont été accusés. Mais effectivement, c'était un moment de crise culturelle assez importante. Donc, après la diffusion du christianisme et la conversion au christianisme de Clovis, il y a eu une phase dans laquelle on a perdu pas mal de connaissances à cause des luttes entre ces rois mérovingiens qui n'étaient pas très intéressés à la culture, disons. Et à partir de ce moment-là, on a eu une phase de récupération avec les Carolingiens, et notamment avec Charlemagne lui-même. Vous savez, vous connaissez sans aucun doute quel était l'intérêt de Charlemagne vers la culture, qui avait, à se le dire aussi, une importance politique, c'est-à-dire le fait de reprendre une tradition juridique latine, de bien maîtriser la culture latine pour pouvoir former la base d'un nouveau pouvoir. Donc il n'y avait pas seulement des raisons culturelles qui poussaient Charlemagne à reprendre le latin, à le faire connaître mieux. Il y avait aussi des raisons strictement politiques. En tout cas, ce qu'on appelle justement la Renaissance carolingienne a bel et bien existé. Il y a eu effectivement une vague de augmentation de la compétence linguistique et culturelle, grâce surtout au travail de certains moines irlandais appelés expressément par Charlemagne, parce que l'Irlande avait été un des lieux qui avait mieux conservé la langue latine pure. Peut-être à cause de son isolement, surtout dans certains monastères irlandais, on avait encore une tradition linguistique et culturelle très proche du latin classique. C'est la raison pour laquelle Charlemagne a appelé certains de ses moines, dont Alcuin, tout le monde connaît, en était un. Donc Alcuin était justement un moine d'origine irlandaise et est le responsable principal de la réforme culturelle de Charlemagne. Alors, il faut dire une chose à ce moment-là. D'un côté, la révolution culturelle de Charlemagne favorise une reprise de la culture en France. De l'autre côté, ça pose un espace, une fracture plus nette, c'est-à-dire qu'au moment où on essaie de récupérer une langue latine très proche du latin classique, la distance entre langue latine et langue carolingienne devient plus forte. C'est peut-être la raison pour laquelle c'est justement à l'époque de Charlemagne de cette Renaissance qui apparaissent les privés en France. Parce que d'un côté, il y a une reprise d'une bonne connaissance du latin, mais de l'autre côté, la fracture et la parole s'approfondit. Ensuite, il y a un autre élément très important dont il faut tenir compte, c'est la succession de Charlemagne et en particulier la division de l'Empire en trois parties opérée à l'époque des trois neveux de Charlemagne, c'est-à-dire les fils de Louis le Pieux. Ludovic le Pieux. On peut dire les deux, justement. L'Empire carolingien a été divisé en trois parties et la partie qui correspond à la France actuelle a été gouvernée par Charles le Chauve. Il est important de parler de ce partage parce que c'est à ce moment-là où la fonction d'unification de l'Empire est remplacée par une régionalité plus forte.
Donc la région qui correspond à peu près à la France actuelle acquiert une indépendance et commence une évolution différente par rapport aux autres parties de l'Empire. À cette époque suit la mise en place du système féodal qu'on connaît tous, et cette mise en place du système féodal, d'un côté, est très hiérarchisée, de l'autre côté, favorise l'indépendance de certains seigneurs particulièrement importants. Et donc, on assiste à une disgrégation de l'Empire, de l'unité qui existait pendant l'Empire, et à la naissance de différentes régions à l'intérieur de la France, dans lesquelles aussi la langue peut commencer à se différencier d'une manière et de l'autre. Cette phase correspond à peu près aux siècles qui vont du Xe au XIIe siècle. Et là, vous voyez dans la carte un exemple de cette disgrégation féodale. Il y a plusieurs macro-régions qui se forment autour des seigneurs particulièrement puissants qui deviennent de plus en plus indépendants de la couronne. À cette fin, oui. Est-ce que la différenciation des langues dans ces régions correspond à un début d'accent? Correspond à la formation de ce qu'on appelle les dialectes aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas vous dire du point de vue de l'accent, c'est difficile de déterminer l'accent des gens qui parlaient au XIIe siècle, mais en tout cas, ça correspond à une différenciation qui va dans la direction des dialectes. Oui. Alors, à cette phase de disgrégation correspond une nouvelle phase d'unification avec en particulier la personne de Philippe Auguste, qui, comment dire, est le premier roi de France qui a une idée, entre guillemets, moderne de l'État et qui essaye de augmenter le pouvoir du roi et donc du centre administratif et en limitant l'indépendance des différentes régions. D'autant plus que les grands seigneurs de ces régions avaient tendance à devenir de plus en plus importants et mettaient en danger le pouvoir même du roi. Alors Philippe Auguste commence dès ses débuts, il a été couronné très jeune, il avait un mais tout de suite, très, très déterminé, il a commencé à attaquer la Flandre. Ensuite, il est passé au sud de la France, donc la partie occitane, qui parlait une langue différente. Et finalement, il s'est attaqué aux possessions du roi d'Angleterre, donc le ouest de la France. Ce qui a provoqué justement ce qu'on connaît sous le nom de guerre des 100 ans. Dans cette carte, vous voyez la coloration différente de toute la région occidentale qui correspond aux terres qui étaient sous la domination du roi d'Angleterre, en fait. Donc, le roi d'Angleterre, vers 1330, avait des possessions qui étaient très vastes en France. Et ça constituait un danger évident pour la couronne française. D'où le début de cette guerre qui va durer jusqu'au milieu du XVe siècle pour produire cette situation. Donc c'est à cette époque-là, à la fin de la guerre de 100 ans, la guerre de 100 ans a été très importante aussi du point de vue de la création du mythe, mais pas seulement du mythe, mais vraiment de la conscience de l'unité de l'État. C'est à partir de la fin de la guerre de 100 ans qu'on peut parler de la France comme d'un État moderne. Alors, je termine très rapidement avec une petite parenthèse qui vous montre, vous savez que je parlais de l'abstrait, substrat, mais aussi abstrait, c'est-à-dire influence des langues proches. Un cas très particulier de abstrait concerne les Vikings, qui, pendant une certaine période, entre 9e et 10e siècle, ils ont occupé
une partie pas énorme, mais en tout cas de manière assez stable, ils ont occupé une partie de la côte normande. Et ils se sont établis là-bas. Et donc, ils ont exercé une influence aussi linguistique en laissant un héritage à la langue française, quelques mots d'origine germanique, mais non pas francique, non pas de la langue des Francs, mais plutôt de la langue qui était l'origine des langues scandinaves. Donc là, vous avez l'exemple, vous voyez que là aussi, on peut isoler certains domaines spécifiques, notamment la mer, évidemment, les poissons, les fruits de mer, etc. Certains noms dérivent de cette langue germanique. Et d'autres mots qui sont restés comme jolis, dont l'origine est très particulière, parce que c'était pratiquement le nom qui indiquait une fête païenne de ces populations scandinaves, qui a été superposé au Noël chrétien. Et donc, ce mot reste encore aujourd'hui dans la langue scandinave pour indiquer Noël et pour souhaiter joyeux Noël. Mais vous voyez qu'il y a donc un certain nombre de mots qui constituent l'héritage de cette phase d'occupation assez superficielle, mais en tout cas efficace, phase d'occupation de la Normandie, d'une partie de la Normandie, par les Vikings. Voilà, alors c'est tout pour la partie histoire externe. Je m'arrête un instant pour marquer une petite pause et pour vous laisser la parole si vous avez des questions, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et entre-temps, je change le PowerPoint.